Bonjour donc à tous et à toutes qui suivez fidèlement notre émission. Le jingle que nous présentons chaque fois, certains auditeurs, certains téléspectateurs nous ont demandé de préciser de quel morceau il s'agit. Donc c'est un morceau haïtien qui s'appelle Camarade, qui a été enregistré dans les années 70, au début des années 70, par un groupe qui s'appelle Artistes Indépendants. Et cette version a été enregistrée par une jeune Martiniquaise qui s'appelle Rose Ailé, et donc qui apparemment est épuisé, le CD est épuisé, mais qu'on peut télécharger. Nous allons dire dans d'autres circonstances la méthode. Donc voilà, nous sommes là pour ce dimanche encore, pour réfléchir sur les grandes questions nationales et internationales, et surtout pour porter des éléments qui peuvent nous aider à nous organiser, pour résister, pour changer la vie, pour sortir de ce marasme que nous subissons. Dimanche dernier, nous avons longuement parlé sur la nécessité de l'engagement individuel. Nous avons expliqué comment il est indispensable que tous les éléments de la population, en tout cas la grande majorité, portent leur contribution au niveau où ils le peuvent, avec la forme qu'ils souhaitent, mais dans un effort collectif pour sauver l'ensemble de la société. Nous avions insisté sur le fait que ce n'est pas facile et que beaucoup de gens ont des blocages liés à leurs difficultés personnelles, au traumatisme qu'ils ont pu subir, mais qu'il existait un formidable espoir de réagir et de participer à ce grand mouvement. Et puis, nous avions annoncé qu'aujourd'hui, nous allions essayer de parler plus précisément des actions pratiques que nous pouvons faire individuellement ou collectivement pour améliorer notre vie. Nous ne pouvons pas commencer l'émission sans prendre en compte les événements qui se sont déroulés au niveau international et au niveau national pour montrer qu'il y a vraiment une urgence. Commençons par le national, par la Martinique. Il y a eu le procès de la honte qui s'est tenu le 27. On s'attendait un peu à la position répressive du tribunal et de l'État français, mais cela a été confirmé. Parce que voilà des militants anti-chlordécone, pacifiques, qui sont agressés par des forces dites de l'ordre, par des forces de répression, violemment gazés, battus, et qui sont poursuivis au prétexte que quelques jeunes et quelques personnes auraient agressé les forces de l'ordre. Ces gens de Robocop bestiaux, surarmés, ayant des boucliers, des LBD, des lanceurs de LBD, des masques, etc., qui sont en groupe derrière des barrières et des camions, eh bien, un jeune petit bonhomme de 24 ans a violemment agressé. Il y a des blessés policiers. On sait bien que c'est absolument indécent et que c'est de la rhétorique pour justifier la répression. Soit dit en passant, entendre des gens prendre la défense de ces pauvres petits policiers agressés et puis essayer de faire passer ces Martiniquais qui luttent pour une cause si importante comme des délinquants, essayant de couper cela de l'objectif de leur lutte, ce qui est dénonciation du scandale du chlordécone et exigence que les criminels soient payés. On entend des Martiniquais, enfin des gens de la communauté qui défendent avec acharnement les brutes qui sont responsables de la répression dans notre pays. Cela est absolument indécent. Condamné à la prison ferme, bien sûr, il y aura appel. Et on constate que le jour du procès, les forces de l'ordre ont tout fait, et le tribunal a tout fait pour essayer de créer des incidents, pour essayer de pousser les manifestants à la faute. Fort heureusement, le comité 13 janvier qui organisait la manifestation de soutien avait donné des consignes très strictes et dont on faisait le respect assuré par
service d'ordre conséquent, et on a vu qu'il y a eu des tentatives de certaines personnes de créer l'incident malgré les consignes du comité, mais heureusement, le service d'ordre a pu bloquer ça. On a vu un photographe, notre photographe célèbre Jean-Guy Covert, qui monte sur une barrière avec son appareil de photo, il l'avait fait de l'autre côté pour photographier la foule. On voit un garde mobile accourir, sec derrière, la matraque à la main, monter pour essayer de créer l'incident. Heureusement, le photographe qui est militant responsable est descendu et certaines personnes essayaient de réagir émotionnellement et le service d'ordre a pu cadasser ça. Donc on a vu qu'une fois de plus, la violence vient des policiers, vient des forces de répression. Là, il s'agit de garde mobile. Et quant au procès, l'attitude du procureur cherchait manifestement à créer l'incident en ne respectant pas le droit de la défense. En faisant un procès sans avocat, sans prévenu et sans public, pour qu'entre soi, on décide de peine de prison. Alors, évidemment, cela va continuer des procédures judiciaires. Mais beaucoup de gens ont compris aujourd'hui que la tactique du gouvernement français, c'est de multiplier les procès, les incidents, d'essayer de prendre 2 ou 3 têtes de gens déterminés pour effrayer, mais pour qu'on ne parle plus du scandale de chlordécone. Et puis, surtout, pour que les militants soient pris dans un engrenage de protestation et ne puissent pas mener le combat fondamental. Mais la manœuvre ne passe pas parce que le peuple martiniquais est loin d'être naïf et les positionnements se font de plus. On a entendu des élus politiques de bords différents exiger que le procès du chlordécone sorte de sous les boisseaux et qu'on remette la position, qu'on remette les criminels devant les tribunaux. Donc ça, c'est au niveau intérieur martiniquais. Cette situation nous fait bien comprendre, nous l'avons déjà expliqué, que l'État français ne veut pas perdre le contrôle de cette colonie dans une situation internationale où la France est en train de se déliter partout, sa puissance est en train de s'effriter, mais surtout ne veut pas assumer ses responsabilités en payant les milliards d'indemnisation que normalement la législation internationale obligera à verser aux victimes. Mais parlons quand même de la conjoncture internationale. Assez souvent dans nos émissions, nous avons expliqué que les gouvernements qui sont au service des multinationales, des grands empires et capitalistes, savent que les peuples se révoltent, vont se révolter de plus en plus, que l'information circule malgré leurs efforts pour l'étouffer, et que ce sera de plus en plus difficile de résister. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils fascisent les sociétés. Ils donnent libre cours à l'organisation armée de l'extrême droite. Ce qui s'est passé aux États-Unis, un énième assassinat de Noirs. Alors il y a eu l'assassinat de George Floyd, il y en a eu d'autres après. Là, la victime n'est pas morte, mais tout le monde a vu la vidéo. 7 balles dans le dos d'une personne désarmée qui rentre dans sa voiture dans laquelle il y a ses enfants. Il en sortira paralysé. Mais il y a eu d'autres morts après, parce que l'extrême droite états-unienne est très organisée, armée, et ils ont lancé le mot d'ordre dans les réseaux sociaux qu'il nous faut écraser les manifestants antiracistes, qu'il faut les tuer. Le président Donald Trump a refusé de condamner ces gens d'extrême droite et ces appels-là. Au contraire, il les encourage. Il pose avec des gens qui appellent à l'assassinat. Et on a vu que dans les manifestations antiracistes, un jeune extrémiste blanc, amené par sa mère et répondant à un appel d'assassiner les manifestants, est venu et on a tué 2.
Donc, cette fascisation de l'extrême droite, ce libre cours qui est donné aux gens armés, ça ne concerne pas seulement les États-Unis. L'extrême droite se prépare à noyer dans le sang les mouvements populaires. Hier, il y avait une manifestation des gens qui refusent les mesures du gouvernement allemand sur le Covid. On y reviendra. Mais après les heurts qui ont suivi cette manifestation, des militants d'extrême droite avec leur drapeau nazi ont essayé d'entrer dans le Parlement allemand, de Reichstag. Ça veut dire qu'ils sont en position de passer à l'offensive. Il y a quelques années, on n'en parle peut-être pas du tout, on a découvert un complot d'extrême droite qui voulait faire un coup d'État en Belgique avec des gens de l'armée, avec des gens de la police à la tête. Vous pouvez aller vérifier risque de coup d'État en Belgique dans les réseaux, dans les moteurs de recherche. Ça, c'est la réalité. Et puis, les fascistes sont au créneau. On parle beaucoup de cette caricature faite, de ce dessin fait par Valeurs Actuelles, un journal d'extrême droite, qui vous représentait une députée noire de la Française soumise comme une esclave. Tout le monde dénonce. Mais le responsable n'est pas traîné devant les tribunaux par le procureur et l'État. La députée dit qu'elle envisage cela. Et puis, on donne largement le temps aux responsables de la revue pour dire, mais non, il n'y a pas de racisme, c'est la liberté d'expression, etc. En tout cas, beaucoup plus de temps qu'à la députée concernée, dont on se contente de citer une réaction écrite. Donc, il y a une préparation globale des pays occidentaux impérialistes et dans leurs colonies, bien sûr, à une agression fasciste. Si on ne comprend pas que tout à fait en ce sens, il nous faut avoir une stratégie pour nous préparer à résister et à continuer la lutte contre le système, on manque de discernement. D'autant plus que l'urgence n'est pas seulement liée à la fascisation du système, elle est liée aussi à la crise économique fondamentale qui accompagne la crise sanitaire. Les milliers, en Martinique on parle de 10 000, mais les milliers, les dizaines de milliers d'entreprises dans les pays capitalistes qui vont couler à cause des mesures prises par le gouvernement, eh bien cela aura un impact désastreux sur les conditions de vie, sur le niveau de vie des populations. Il y a derrière cette affaire-là un plan des multinationales. Parce qu'elles profitent de la crise pour concentrer tous les leviers de l'économie entre les mains de quelques grandes sociétés qui vont recevoir 7 milliards à cause des difficultés, quand d'autres petites entreprises n'auront rien, ou bien des prêts, ou des remises d'impôts qui ne vont pas changer leur situation. Il y a une volonté de concentrer entre les mains de quelques grandes entreprises qui après vont donner des franchises et d'accélérer, je suis désolé mais il y a un brodement, je ne sais pas à quoi c'est dû, pour le confort d'écoute on va éteindre, voilà, merci, 1000 excuses pour ce petit contretemps. Est-ce que c'est réglé? Voilà, c'est réglé, désolé. Donc il y a bien un plan des multinationales pour pouvoir concentrer l'économie entre les mains de minorités de façon à résister à la crise du système qui continue à s'affirmer. On a parlé des effets que cela aura sur les conditions de vie. Mais d'autre part, il faut préciser que le point dont nous parlions concernant la fascisation de la société se retrouve dans l'interprétation des mesures prises par les gouvernements pour lutter contre le coronavirus.
il y a vraiment une volonté d'effrayer la population, de culpabiliser les gens qui n'acceptent pas les dictats du gouvernement pour pouvoir cadenasser la société. Vous imaginez qu'un travailleur dans un commerce est sur son lieu de travail, que toute la journée, il est obligé de porter un masque et qu'à un moment, il baisse pour pouvoir respirer, que 2 gendarmes montrent, la vidéo a fait Flores, le malmène menotte au point parce que son masque est sous son nez et il explique, mais je suis là toute la journée, je suis au travail, etc. Cette brutalité, cette bestialité dont font preuve les forces de l'ordre va se répandre. Mais réfléchissons. Chacune d'entre nous est concernée. Est-ce que le seul d'entre nous ne va pas baisser son masque à un moment donné? Ne va pas oublier son masque? Alors aujourd'hui, dans la société française, n'importe quel gendarme a le droit de me verbaliser, de me violenter, parce que je baisse mon masque ou j'ai oublié mon masque. Je peux aller devant des tribunaux pour ça. Qui parmi nous est à l'abri de cette affaire? On a vu qu'après les mesures prises soi-disant pour lutter contre le terrorisme, viennent d'autres mesures qui donnent des droits exorbitants à des forces de l'ordre sur chacun de nous comme individus. Et en plus, on nous impose un style de vie sur des bases mensongères. Il y a des fake news qui circulent. Il y a des gens qui extrapolent, qui disent que dans les vaccins qu'on prépare, il y a des produits pour tuer des gens, etc. Ne relayons pas ça, puisque nous n'avons pas de certitude, et vraisemblablement, il y a des fake news qui se glissent dans l'affaire. Mais quand même, nous avons un cerveau qui nous permet de réfléchir. Pourquoi nous martèle-t-on avec le nombre de personnes révélées positives pour dire qu'on est en situation rouge, donc il faut serrer la vis, alors qu'on ne rappelle pas à chaque émission le taux de morbidité du Covid-19. Oui, d'accord, il y a extension, il y a beaucoup de gens. Quel pourcentage de morts est dû au Covid-virus? Le taux de morbidité est inférieur à celui de la grippe. Sur ceux qui sont atteints et qui vont en respiratoire, quel taux de guérison? Donc, on effraie la population comme on utilisait la peur de l'homme au Moyen-Âge pour justifier des mesures fascistes. Et pourquoi on applique cela? On a parlé de la mainmise de l'économie, mais pour servir les lobbies de la pharmacie et des laboratoires. Parce qu'il y a des remèdes qui peuvent améliorer la situation, on les discrédite. Il y a des expériences qui sont faites dans des pays dits sous-développés, en Afrique, etc., ou en Asie, qui montrent que les gouvernements, sans vaccin, arrivent à juguler l'épidémie. Pourquoi lutter contre ces formes de médicamentation-là? C'est tout simplement pour attendre un vaccin qu'on pourra vendre cher. Ou même si l'État rembourse les gens qui se font vacciner, c'est avec nos fonds publics, avec l'argent de nos impôts, qui ira grossir les vendeurs de laboratoires. Et comme il s'agit de défendre leurs laboratoires occidentaux, on discrédite les vaccins qui sont déjà plus avancés en Russie ou à Cuba. On n'en parle absolument pas. Et donc, qui pourrait nous donner une garantie que la crise soit jugulée. Donc, on utilise cette crise-là, et c'est normal que les gens éclairés, que les gens qui ont accès à l'information disent « nous pas d'accord avec les mesures gouvernementales ». C'est pour ça qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui refusent les mesures gouvernementales. Alors, ah oui, ils sont pas sérieux, ils veulent tuer la population, ils mettent la vie d'un peu par un danger, etc.
Donc on les culpabilise, mais comme les gens savent que ce ne sont pas les bonnes solutions qui leur sont proposées, qu'on est fatigué de leur mentir, ben elles luttent et elles refusent les mesures gouvernementales. Mais je tiens à faire un parallèle avec la question du sida. Quand le sida est apparu comme épidémie mondiale, etc., vous vous souvenez de la peur panique qui s'est emparée des gens? Pourquoi le gouvernement n'a pas pris de mesures plus sévères? Puisque la propagation, c'était par relation sexuelle. Eh bien, il aurait dû dire, nous interdisons à tout être humain d'avoir des relations sexuelles. C'est un peu dans la logique des mesures prises pour le coronavirus. Mais il ne pouvait pas le faire. Mais qui a apporté réponse aux questions du sida? Ce n'est pas principalement le gouvernement. Ce ne sont pas principalement les gouvernements. C'est la solidarité populaire qui a organisé des télétons, etc. Bien sûr, les médias ont servi de relais, etc. Mais ce sont surtout des organisations de victimes, des organisations d'homosexuels dont les gens étaient touchés, etc., qui ont organisé des campagnes. Et finalement, on a vu que l'information et la responsabilisation citoyenne a permis des avancées sans qu'on ne mette la société sous une coupe fasciste. Mais rappelons la campagne qui avait été faite contre Cuba à ce moment-là. Parce que Cuba faisait médication, éducation, prévention et tout. Et au début de l'épidémie, les gens qui étaient atteints étaient envoyés dans un centre. Ils devaient s'engager sur l'honneur, quand ils avaient des possibilités de sortie, de ne pas fréquenter certains lieux. Que n'a-t-on pas dit? Le régime castriste, la dictature cubaine, etc. Alors qu'il y avait un plan d'ensemble et que, bon, au contraire, toute la population a participé à la résolution de la crise. Cette chose-là, parlons de confinement, parlons de dénonciation. Tu veux me souffler un mot? Vas-y, franchement. Demande d'autorisation de sortie. Demande d'autorisation de sortie, etc. Qu'est-ce que c'est? Mais là, c'est imposé à tout le monde sans distinction. J'ai 70 ans, je suis bien portant, je n'ai pas de maladie, mais comme j'ai 70 ans, le monsieur m'interdit de faire ce que je veux. Parce que je suis dans un âge où les statistiques montrent qu'on peut être... C'est de la dictature. Mais cette dictature-là, c'est pour justifier la plus grande dictature qu'ils sont en train d'organiser sur la société. Donc il nous faut comprendre que ce n'est pas des mesures du gouvernement qu'il nous faut attendre des solutions, qu'il nous faut vraiment nous organiser. Et il nous faut surtout comprendre que la question de la circulation des informations, des rencontres, est indispensable pour que nous puissions nous organiser et contrer cette fascisation. Sauf que les moyens de communication sont aux mains des multinationales. Est-ce que les médias occidentaux vous ont informé cette semaine du blocage des chaînes YouTube officielles du Venezuela, d'organisations cubaines, dont les médecins qui développent du travail d'éducation? Certainement, parmi vous, vous avez vu que des YouTube sont de plus en plus supprimés, que des messages contrôlés, etc. Non, on n'a pas parlé de ça. Par contre, aujourd'hui encore, on disait, la Biélorussie et la Russie, c'est d'abominables dictatures parce qu'ils retirent l'accréditation de certains médias occidentaux qui veulent couvrir les événements qui s'y passent. Les journalistes qui disent ça, ne savent-ils pas que M. Macron refuse l'accréditation de RT ou de Sputnik, de tous ceux qui se passent à l'Élysée? Donc on voit bien qu'on est dans la bataille de l'information et que nous ne pouvons pas, je l'ai déjà dit, nous appuyer exclusivement sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles technologies pour préparer la contre-offensive. Il nous faut le faire tant qu'on peut le faire. Mais il faut surtout construire des espaces où on se rencontre, où on planifie, comme disaient certains militants, les téléphones mis à l'écart,
la contre-offensive parce que c'est un affrontement frontal qui se prépare. On a parlé d'urgence tout à l'heure à cause de la fascisation, de la crise économique, mais quand même, on a vu ce qui s'est passé comme inondation aux États-Unis, comme incendie en Californie, comme incendie en Amazonie, on en parle de moins en moins. Donc, comme catastrophe écologique majeure qui touche l'ensemble de la planète. Nous sommes un pays concerné par tous les risques majeurs, naturels et ceux causés par le système productiviste. Ça nous fait manger. Comment on va se soigner? C'est là qu'on arrive à la question des propositions pratiques. Donc c'est là, je l'ai déjà dit par le passé dans d'autres émissions, mais plus que jamais, il y a urgence que nous nous engagions individuellement et collectivement pour prévoir la parade. Dimanche dernier, on a parlé de la question des individus, ceux qui doivent s'armer, trouver de l'aide pour être efficaces, pour résoudre leurs problèmes, pour pouvoir porter leur contribution. Mais il y en a, etc., qui n'ont pas de grands troubles particuliers, qui vivent leur vie, qui sont un peu négligents et nonchalants, ou qui disent, bon, ben, tant que ça ne me touche pas, je continue. Mais il faut que chacun nous fassions notre examen de conscience. Ai-je le droit de voir un tableau comme ça et de rester bras ballants? Ne pas faire le si peu que je peux. Et chacun peut faire quelque chose. Je prends un exemple au hasard. Une chose importante, c'est les échanges entre les mouvements populaires des différents pays qui essaient d'aller dans cette même direction. Mais on est divisé par la barrière des langues. Mais, chers étudiants, mobilisez-vous pour être les traducteurs au niveau international pour le compte des mouvements populaires. Travaillez votre espagnol, travaillez votre anglais, travaillez votre allemand, il y en a qui le font ici, pour pouvoir traduire les expériences faites par les différents mouvements populaires, pour pouvoir servir d'interprète quand il y a des visioconférences ou des conférences tout court publiques, pour ramasser le capital humain. Chacun peut porter quelque chose. Et puis, il y a donc la dimension collective. La dimension collective, il faut qu'on distingue deux plans. Le premier plan, c'est l'institution, l'espace où on peut agir. On a parlé d'individus, parlons de la famille. Ce qui faisait la force de la famille martiniquaise pendant l'esclavage, malgré son état de soumission à l'ordre esclavagiste, mais plus tard dans l'ordre colonial. Ce qui faisait cette force est que nous héritions de notre civilisation africaine mère, c'était l'entraide, c'était le collectif, c'était le partage. Et ça se basait sur les familles élargies. Si nous travaillons à ce niveau-là, nous avons déjà une puissance formidable pour combattre les colonialistes, les racistes, ces forces de l'ordre qui matraquent nos filles et nos fils. Puisque dans chaque famille, il y a des gens qui ont des compétences dans tous les domaines, que ce soit la coiffure, la couture, l'éducation, l'enseignement, les soins infirmiers, etc. Faisons des réunions de famille en urgence pour surmonter les divergences secondaires, les déchirements intérieurs, pour dire, à partir de maintenant, nous groupons nos efforts, nous échangeons nos services, entre guillemets, nous partageons. C'est une façon de se découper du système, de se détacher du système et de conquérir des espaces économiques et des espaces de décision démocratique. C'est là que la transformation sociale se fait, la famille. Quand on a parlé de la famille, on va passer après au quartier. Mais dans chaque quartier, il y a déjà des choses qui se font par les associations Bel Air, Haute Taille, faites de ceci, faites de cela.
Mais dans chaque quartier, les personnes conscientes devraient prendre l'initiative de dire, maman, j'entends ça qui a fait là, on nous semble vous parler. Et puis pour voir au niveau du quartier, comment créer des circuits courts. Et je ne sais pas ça bien, anti-maman qui a fait la coutie là, et bien c'est Kaili nous qui a fait uniforme l'école là. Je ne sais pas ça bien, c'est qu'avant d'Achille, c'est Kaili nous qui a fait. Vous voyez que d'abord on perd moins de temps, on perd moins d'argent, et puis on tisse les relations du quartier qui permettent de mieux lutter contre la délinquance, contre les déviances de certains inactifs, etc. Donc au niveau des quartiers, il faut faire ça. Au niveau de la commune, au niveau du pays, arrêtons de nous déchirer parce que des candidats aux élections ou des personnes en poste instrumentalisent les divisions populaires de façon à conserver des postes. Si on a fait ça, quittez le pays. Mais détachons-nous du système vicié de la représentation bourgeoise, électorale bourgeoise, ça qui est bon qu'il travaille avec nous. Ça qui est sincère qu'il travaille avec nous. Pour voir ensemble quel combat nous pouvons mener. Je dois saluer à ce propos les élus qui, de différents bords, se sont engagés pour soutenir la lutte du collectif des ouvriers agricoles qui luttent pour avoir réparation de leur empoisonnement pour des meilleures retraites. Quelle plus belle chose. Quand on parle de « ouais, il faut que tout marche ensemble, il faut l'union nationale, il nous faut faire peuple ». Quelle plus belle chose. C'est ça ce qu'il nous faut faire. Mais pas seulement pour défendre des ouvriers agricoles, pour construire l'autosuffisance alimentaire. Si un élu, quel que soit son bord politique, refuse de s'engager à aider le développement de